Avec nous, l'invité politique Julien Leonardelli. Alors j'ai le CV là sous les yeux. Membre du Rassemblement national, député européen depuis 2024, conseiller municipal de Fronton depuis 2020 et conseiller régional d'Occitanie depuis 2016. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait beaucoup, non, sur le CV. Ça fait pas mal, non ? Ça fait beaucoup sur la feuille, mais non, ça va. Ça se passe bien. Vous avez oublié effectivement du Rassemblement national depuis maintenant près de 20 ans, un engagement politique dans la région, où j'ai commencé du côté de Perpignan, et puis la vie m'a mené sur la région toulousaine, où j'ai continué mon engagement. Et voilà, donc un engagement toujours aux côtés des citoyens, sur le terrain, dans les assemblées, mais toujours sur le terrain. Alors justement, j'en reviens à ce côté sur le terrain. Vous dites ça fait beaucoup, mais ça se passe bien. Comment on peut être à la fois présent en tant qu'élu à Fronton, présent en tant que conseiller régional et présent en tant qu'eurodéputé ? Ça paraît un peu compliqué ? Alors, je vais vous expliquer un principe que nous avons en France. Il y a le non-cumul des mandats. Oui, bien, donc, oui. c'est en train de se mettre en place. J'ai indiqué que je quittais mon siège au conseil municipal de Fronton. Mais après, vous savez, quand on est dans l'opposition, on n'a pas le même travail que quand on est dans la majorité. Donc, il y a quand même déjà un distinguo à faire là-dessus. Donc, c'est vrai que je vais quitter mon siège à la mairie de Fronton. Je serai donc toujours eurodéputé et conseiller régional d'opposition au conseil régional d'Occitanie. Ok. Voilà. Alors, plusieurs questions à vous poser, bien évidemment. Je vous ai vu il n'y a pas très longtemps sur les véhicules, fin des véhicules thermiques en 2035. Vous vous êtes exprimé là-dessus. Est-ce que nous sommes durs envers nous-mêmes sur les véhicules ou est-ce que c'est l'écologie qui veut que nous fassions attention à nos moyens de déplacement ? Alors, la fin des véhicules thermique, la vente des véhicules neufs thermiques et hybrides en 2035, c'est une volonté de la Commission européenne. Donc je suis membre de la Commission Transport au Parlement européen et naturellement c'est un sujet important et vous le savez, nous, durant la campagne des élections européennes, ma tête de liste, Jordan Bardella, a évoqué ce sujet et notre objectif, justement, c'est de mettre en place une clause de revoyure pour permettre de laisser plus de temps parce que nous estimons que 2035, c'est trop tôt, que les industriels, l'industrie automobile française commencer à s'organiser, même européenne, à s'organiser dans cette volonté du tout électrique, sauf que derrière, ça ne suit pas totalement. Et nous, ce que nous regardons, c'est surtout le maintien de notre souveraineté et avoir la maîtrise, justement, de l'énergie. Aujourd'hui, les véhicules électriques, nous avons malheureusement 20 ans de retard face aux Chinois. Il me semblait que pourtant ces usines Dacia en Roumanie travaillaient bien du coup. Qui sont en train, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Les Chinois ont 20 ans d'avance sur la production de véhicules électriques. Ils maîtrisent parfaitement cette technologie et ils sont forts pour maîtriser les technologies, on le sait. Et en plus de cela, pour fabriquer les batteries, ils ont les fameuses terres rares pour fabriquer ces batteries pour les voitures électriques. Aujourd'hui, en Europe, nous n'avons pas ces fameuses terres rares, mais nous avons des ingénieurs, nous avons des recherches et développements très importantes sur ce sujet. Et des anciennes colonies, et nous avons qui ont des terres rares. Ça n'a rien à voir sur le sujet. Où nous avons donc justement la possibilité demain d'avoir des batteries sans terres rares. Oui, donc ça n'a strictement rien à voir. Et c'est justement l'objectif pour nous permettre d'avoir une souveraineté européenne et nationale autour de ces véhicules. Le pli a été pris. Nous disons simplement que ça ne doit pas être brutal, qu'on doit accompagner, qu'il faut surtout prendre en compte les spécificités en France que nous ne vivons pas tous à Toulouse, en plein centre-ville, avec la possibilité de se brancher à une borne dans une rue ou dans un parking. Il y a des gens qui vivent dans la région, on va prendre en Occitanie, dans la vallée de Luchon, où déjà pour trouver un distributeur c'est compliqué, et encore plus pour trouver une borne électrique. Et l'autonomie des véhicules aussi est mise en cause. Toute cette recherche et
technologie est en plein développement, donc c'est pour cela, tous ces arguments vont dans le sens justement de la clause de revoyure, et de nombreux pays, que ce soit l'Italie et même l'Allemagne qui commence un petit peu à revenir là-dessus, sont en train justement d'essayer d'infléchir justement cette volonté de 2035 et de donner 5-10 ans supplémentaires par rapport à ce développement. Il y a aussi une autre solution qui est utilisée justement pas mal dans les campagnes, notamment du côté de l'Aude, c'est qu'il y a des véhicules qui arrivent à tourner à l'huile. Chose qui est un peu interdite apparemment, parce que bon, il y a quand même des lobbying pétroliers que ça n'arrange pas et qui s'en foutent tant qu'il y a du pétrole. Et peut-être qu'il n'y a pas de taxes aussi. Ouais, mais... c'est là aussi. Là, vous ouvrez la boîte de Pandore. À côté de l'électrique, je pensais que vous alliez me parler de l'hydrogène. L'hydrogène aussi est un sujet qui va pouvoir être développé en France, sauf que le problème là aussi c'est le développement des bornes à hydrogène, et là aussi quel hydrogène, parce qu'il y a différentes couleurs dans l'hydrogène. Vous avez l'hydrogène rose, l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, l'hydrogène jaune. Bon bref, on va pas rentrer dans le débat parce que ça serait trop technique et les auditeurs ne nous suivraient pas. Moi non. Pardon. Non, il faut m'arrêter. Après, vous savez, quand vous êtes dans ce milieu-là, et je découvre le Parlement européen, on a toujours indiqué que le Parlement européen, c'était la technocratie. C'est la technocratie. Donc c'est vrai que en bon terrien que je suis, c'est des fois compliqué de suivre ces technocrates qui sont complètement hors sol et déconnectés de la réalité. Pour vous élus, c'est compliqué. Donc pour les non, mais citoyens... nous sommes face à des personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité. Voilà, qui ne connaissent pas la vraie vie, ce que nous vivons au quotidien. Ils sont en permanence. Sont députés comme vous. Non, mais je vous parle des technocrates. Et les technocrates, ce ne sont pas les élus. Voilà. Après, vous avez certes des élus aussi qui sont dans cette stratosphère complètement déconnectés et qui ne descendent pas sur le terrain. Moi, si j'ai fait le choix de m'engager en politique, de m'engager pour les Françaises et les Français, c'est justement de les représenter dans les assemblées, mais aussi d'être à leur côté, de les écouter et de défendre leurs préoccupations. L'Occitanie-Bruxelles, ça doit faire quand même un sacré bilan carbone, justement. Effectivement, je n'ai pas un bon bilan carbone, mais nous sommes à Toulouse et je défends la filière aéronautique. Donc ça veut dire que vous êtes présent régulièrement à Bruxelles? Toutes les semaines. Toutes les semaines, pour vous donner un petit peu mon agenda, le Parlement européen, effectivement, vous le savez, est partagé entre Bruxelles et Strasbourg. Donc nous avons des sessions plénières à peu près une fois par mois, une semaine par mois à Strasbourg. Donc c'est le cas la semaine prochaine, où lundi je m'envole pour Strasbourg jusqu'à jeudi. Et pour Bruxelles, j'y vais toutes les semaines, entre 2 et 3 jours. Et le reste du temps, c'est sur le terrain, dans la région. Plus tous les déplacements qu'il peut avoir pour représenter l'Union européenne, le groupe, etc., en Europe et à travers le monde, puisqu'effectivement, il faut l'Union européenne, l'Europe, est présente à travers le monde et a son influence et sa voix. Et à travers ça, la France, naturellement. Ils vous demandent quoi, ceux qui ont voté pour vous, justement, à l'Union européenne? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Parce que vous portez la voix de ceux qui en plus sont pas forcément les plus pro-Europe à la base. Voilà, ou peut-être l'Europe... Pro-Union européenne. L'Europe telle qu'elle est. On reprend un peu, parce que c'est pas du tout la même chose, mais on peut parler juste de... Ouais. Pour rebondir, il faut pas faire comment dire, il faut bien séparer l'Union européenne et l'Europe. La construction européenne est faite par des hommes. Il y a donc aujourd'hui, nous sommes sur une construction européenne qui est basée sur le fédéralisme et la construction fédéraliste de l'Union européenne. Il y a eu des référendums, je vous rappelle, il y a 20 ans, en France, où les Français ont dit non à la Constitution européenne. Malgré tout cela, ça s'est quand même imposé aux Français. Donc cette construction, c'est à continuer. Sauf que derrière, les Français sont opposés à cette construction-là et ils sont sur ce que nous souhaitons pour l'Europe, une construction des nations libres et souveraines, l'Europe des nations que nous appelons, d'où le nom donc de notre groupe Patriotes pour l'Europe, où chaque nation
garde et retrouve ses souverainetés, mais se retrouve pour des projets tels que, par exemple, un exemple qui marche très bien et qui n'a pas de lien avec l'Union européenne, Airbus, Ariane, sont des projets européens qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne et qui fonctionnent très bien. Donc quand l'Union européenne met son doigt, ça ne fonctionne pas, et quand elle ne met pas son grain de sel, ça fonctionne très bien. Et juste pour répondre à votre question première, que nous disent les électeurs sur le terrain? Considérez-nous, pensez à nous et défendez-nous. Voilà, des choses simples, parce qu'effectivement, depuis des années, les électeurs voient les politiques, les élus, au moment des élections. Une fois que les élections sont passées, tout le monde rentre à la maison et les Françaises et les Français ne sont plus du tout considérés. Ce n'est pas ma façon de faire de la politique, et ce n'est pas notre vision au Rassemblement national, que ce soit mes collègues au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale ou dans les différentes collectivités. Nous sommes présents aux côtés de nos concitoyens et nous les écoutons parce que cette considération est importante. Combien de fois on a voulu, j'étais hier soir avec les agriculteurs pour parler justement de leurs difficultés actuelles, on dit mais quel est le principe des politiques? Voilà, endormir un chat sur une caisse de sardines. Voilà, mais c'est ça la politique depuis 40 ans. On endort les Français sur des belles promesses qui n'arrivent jamais. Pourtant, beaucoup de choses ont avancé, si je devais... Ah oui, dans le mauvais sens, ça c'est sûr. Citez-moi quelque chose qui a bien évolué. Je sais pas. Moi, mes parents peuvent pas se chauffer à 70 et 75 ans. Pourtant, ils ont travaillé toute leur vie. Enfin, ils peuvent pas. Ils préfèrent économiser. Donc, ça va pas forcément dans le bon sens. Rassurez-moi. Moi, on m'a toujours dit l'Europe protège. On m'a toujours dit l'Europe protège. Elle protège de la guerre, elle protège de la crise économique. Elle protège tellement de la guerre que la guerre est revenue en Europe. Elle protège tellement de la crise économique qu'aujourd'hui, effectivement, on ne cesse de parler du pouvoir d'achat. On ne cesse justement, et pas qu'en France, c'est partout en Europe. L'énergie, c'est compliqué. Voilà. Encore une fois, partout où l'Union européenne met son grain de sel, il y a derrière un problème. L'énergie, on peut en parler rapidement. Ça coince où ? En France, on est très bien, on a la souveraineté énergétique grâce au parc nucléaire, tout va très bien, on peut même le développer, on peut faire plein de choses. Mais derrière, juste je termine ma phrase, derrière on a simplement une chose, c'est qu'on est rentré sur le marché européen de l'énergie, qui nous a complètement tués et qui nous a complètement appauvris. Aujourd'hui, justement, on n'est pas capable de pouvoir apporter de l'énergie suffisamment. Les factures d'électricité ont complètement explosé, etc., etc. Donc non, ça ne va pas. Pardon, vous vouliez dire... Pour répondre à Cédric, on n'achète pas forcément ailleurs. En ce moment, c'est surtout les Allemands qui nous rachètent. Et on achète ailleurs parce que justement, on n'a pas revu notre parc nucléaire à la hausse, alors que les Allemands ont réallumé les usines charbon. Avant de revoir le parc nucléaire à la hausse, au niveau du nucléaire, déjà, il y a une réflexion à mener sur justement des avancées technologiques et aussi sur le fait que le parc nucléaire, tout le monde dit on a le plus beau nucléaire du monde. Il y a quand même de nombreux incidents. On a un parc nucléaire qui est très vieillissant. Exactement. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Et malheureusement, je rebondis, Emmanuel Macron a mis un terme au projet Astrid qui justement visait à améliorer le parc nucléaire français et à le tourner pour les années futures. Malheureusement, il y a mis un terme. C'est un choix politique, c'est un choix que je dénonce. Oui, parce que on dit qu'il faut créer de nouvelles choses, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que là, on est dans l'urgence. Là, c'est toujours. Là, on est plus dans l'urgence que jamais. On est dans l'urgence parce qu'il y a une guerre sur notre sol, en tout cas sur le même continent. On est en urgence parce que beaucoup de pays avancent très vite. Et nous, on est là encore à réfléchir, à se dire peut-être qu'il faut mettre des éoliennes, peut-être qu'il faut mettre des parcs de photovoltaïques. On se rend compte que ça prend énormément de place. Ça pourrit très vite. Et après, on les met dans le sol parce qu'on ne sait même pas les recycler. Voilà. Alors la solution d'aller voir chez les voisins aussi, justement, c'est là où ça peut être intéressant de s'y mettre à plusieurs. Lesquels ? Les Allemands. Justement, je vais prendre l'exemple de Monsieur Leonardelli, et pourtant tu me connais, tu pourras pas m'accuser d'être sur les mêmes positions politiques. C'est moi qui suis macro-le-péniste, on m'a dit. Macro-le-péniste. Oui, je connaissais pas. Vous connaissiez ? Non. Voilà, même si nous avons quelques points communs, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Comme vous disiez, apparemment la Chine est plus avancée. L'intérêt justement d'être au niveau le plus large possible,
c'est que plus on est nombreux, plus il y a de têtes autour de la table, et plus il y a de solutions si on parle en intelligence. Mais la Chine, elle je vais citer... On leur offre une subvention à la Chine de l'aide au développement. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Je comprends tout à fait là où vous je voulez vais venir. Citer, juste pour finir, je vais citer un eurodéputé, François Alfonsi, ex-eurodéputé, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Je cite souvent cette phrase de lui, parce que je l'aime bien, où il m'avait dit, tu sais Cédric, quand il y a un problème en France, on te dit c'est la faute à Sarkozy, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Chirac, c'est la faute à Hollande. Quand il y a un problème en Europe, on te dit c'est la faute à l'Europe. Vous voulez un truc pour ne pas avoir une Europe libérale, je vais vous filer un tuyau, ne votez pas libéral. Je trouve que voilà, c'est le système est à revoir. Après, est-ce qu'il faut jeter le bébé? Moi, je dirais pas ne votez pas libéral, je dirais plutôt ne votez pas fédéral. Voilà. Alors justement, voilà, tiens, on relance sur ce sujet fédération. Oui, non, transition, je disais. Non, on relance sur ce sujet fédération. Justement, vous êtes pour une Europe des peuples. Je pense qu'on n'a pas vraiment la même version de ça. Nation et peuple, c'est deux choses différentes, mais bon, voilà. Vous me dites, Bruxelles, c'est un peu loin. Voilà. Appuyons-nous sur la souveraineté française. Moi, je suis désolé, je vous ai dit, on a plusieurs points communs. Je vais vous donner le premier. On est nés très exactement dans la même ville. Nous sommes tous les deux nés à Lavelanet. Même si moi, j'ai grandi un peu plus haut. Mais ça, on en parlera sur un autre de nos points communs. Dans l'absolu, il y a un système qui s'appelle les eurorégions. Vous serez d'accord avec moi. Quand on est à Lavelanet, on a plus intérêt à aller dealer avec, justement... je ne vais pas dire descendre jusqu'à Barcelone, mais Lleida et compagnie, plutôt que d'aller monter à Paris. Donc, les nations, est-ce que justement, on ne faudrait pas repenser un système au lieu de la France, État, une, indivisible, machin et tout? Est-ce que justement, il ne faudrait pas penser le fédéralisme, mais le penser autrement, en finir avec les blocs d'État-nation? Parce que la France n'est pas une nation, c'est un État-nation, ce qui est une notion un peu différente. C'est un point de vue. Voilà, je ne partage pas ce point de vue. Pour moi, la nation n'est pas opposée à des échanges internationaux, notamment transfrontaliers, quand nous sommes, comme vous citez effectivement, l'Ariège, proche de l'Espagne, ou les Alpes-Maritimes avec l'Italie, ou l'Alsace avec l'Allemagne. Bon, on ne va pas tous les citer, mais vous avez compris l'idée. Naturellement, quand on est sur un territoire transfrontalier, il est important qu'il y ait des échanges. Là, vous voyez, je rappelle, je suis donc à la commission de transport. Je suis en train de travailler avec une association côté français, mais aussi côté espagnol, pour un projet de construction d'un tunnel pour relier deux vallées françaises et espagnoles pour avoir une connexion entre nos deux pays. Il est important qu'il y ait des connexions. Ça ne veut pas, c'est pas parce qu'on défend la nation, qu'on défend la souveraineté, qu'on défend l'Europe des nations que nous souhaitons mettre en place tout autour de nos frontières des fils barbelés, des murs et compagnie. C'est pas du tout notre propos et surtout nos propositions. Nous souhaitons simplement avoir la maîtrise sur notre sol, sur notre territoire, mais avoir des discussions avec nos partenaires, avec nos voisins, pour avoir des projets communs et des projets qui ne sont pas imposés. Aujourd'hui, l'Union européenne vous dit, voilà, clairement, ça sera comme ça. Soyez d'accord, pas d'accord, on vous l'impose. Demain, encore une fois, l'exemple d'Airbus est l'exemple de l'Europe des nations. Vous souhaitez participer, Airbus? Oui, venez autour de la table. Vous ne souhaitez pas participer? C'est pas grave, la porte reste ouverte. Airbus, vous savez, il y a plusieurs filiales. Vous avez les avions, vous avez les hélicoptères, etc., etc. Tous les pays qui participent à Airbus ne participent pas forcément à tous les projets. Voilà. Donc, derrière, il faut justement apporter de la souplesse et de la liberté. Donc, vous me parlez de projets transfrontaliers, d'échanges, etc. Cela n'empêche pas les échanges, au contraire, et vous avez cité effectivement l'Ariège et l'Espagne. Il est important qu'il y ait des liens et des connexions. Il est certain que nous sommes, en tant qu'Ariégeois, beaucoup plus proches de l'Érida de Barcelone ou d'autres, on ne va pas toutes les citer pareil, que de Lille, par exemple. Naturellement, et même culturellement, nous avons des points communs et il y a des échanges et c'est naturel. Mais derrière, il faut respecter
selon moi, un principe de nation, de souveraineté, qui pour moi, la nation est le bon équilibre, le bon espace pour justement affronter et faire face notamment au vent de la mondialisation qui nous est imposé depuis 40 ans et qui a détruit notre territoire et notamment, vous parlez encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui m'est cher, l'Ariège, tout le tissu industriel de notre région et de ce département magnifique qu'est l'Ariège, qui a perdu complètement tout son tissu économique et ses industries à cause de la mondialisation et des choix politiques qui ont été imposés, où on a dit, vous inquiétez pas, on va faire maintenant du tourisme, sauf qu'on ne peut pas baser uniquement son économie sur du tourisme. Je me permettrai juste de vous faire remarquer que les talcs de Usenac tournaient nettement mieux quand ils appartenaient à Rio Tinto, multinationale, que depuis qu'ils ont été rachetés par le français Imerys. Juste question, vous me parlez d'un tunnel, pourquoi pas le ferroutage, le ferroviaire, ça marche ailleurs, ils sont en train d'y repenser en Italie, parce que quand vous allez en Italie, vous devez connaître, il me semble que vous avez des partenaires par là-bas, la Lega d'Honneur. Dans ce coin-là, si vous voulez y aller, il y a eu la fameuse tempête, il y a une ligne de train qui voulait fermer, qu'ils ont fermé d'ailleurs, ce qui prive tout un... voilà, c'est une solution aussi, le ferroutage. Et c'est, après, le ferroutage, il faut bien qu'il passe quelque part. Donc, au centre des Pyrénées, si vous ne faites pas un tunnel, c'est compliqué. Oui, mais non, mais la question, donc, c'est... justement, mais l'idée par rapport à ce projet en question, c'est un projet de mixer route et rail. Parce que bon, la route pour le quotidien et le rail pour une connexion beaucoup plus large et permettre justement à Toulouse d'aller jusqu'à Saragosse. Pour revenir sur d'autres sujets, je me suis arrêté parce que je savais que tu allais changer de sujet, que je pense que parti comme on est parti, quand tu laisses parler deux Ariégeois, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Deux Ariégeois, mais je demande un petit peu. Mais vous m'avez dit 1 heure, je dis 1 heure, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a plein de choses à dire. En plus, oui, c'est vrai qu'il y a l'heure. Marine Le Pen, qui risque une peine d'inéligibilité en 2027 et une peine de 5 ans de prison. Alors, j'ai une question. Est-ce que la justice, elle est laxiste, juste ou difficile? La justice n'a rien dit pour le moment. Aujourd'hui, la procureure donc, de la République a annoncé une peine hallucinante. Voilà. Une peine qui est en fait une décision politique. Et quand je relis ses propos, quand la procureure dit « Je n'ai aucun élément, mais je ne réclame pas la relaxe, car ça me ferait trop mal », honnêtement, je dis « Mais dans quel monde on est ?» Et surtout, de quel procès nous parlons, qui est en fait un procès purement administratif. Il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas... voilà, c'est une histoire administrative entre les députés du Rassemblement national et le Parlement européen. Mais même au-delà de ça, les députés du Rassemblement national, les députés du MoDem, les députés de la France insoumise et le Parlement européen. En fait, il y a simplement le Parlement européen, et notamment à l'époque l'ancien président Schulz, allemand, qui a une grille de lecture sur le fonctionnement et de ce que doivent être les assistants parlementaires. Donc pour lui, en l'occurrence, et pour le Parlement européen, ils estiment que les assistants parlementaires de députés sont des fonctionnaires du Parlement européen. Et nous, élus, de manière générale, nous estimons que les assistants parlementaires sont des politiques et peuvent naturellement avoir une activité politique. Ça me semble parfaitement logique, sauf simplement une grille de lecture. C'est un procès administratif, sauf qu'aujourd'hui, vous le savez pertinemment, qu'il y a des échéances qui vont arriver et la dynamique qui porte le Rassemblement national et Marine Le Pen pour les prochaines élections fait peur à un système qui aujourd'hui est prêt à tout pour empêcher Marine LePen de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Parce que même Jean-Luc Mélenchon a défendu un peu bien sûr. Marine Le Pen en disant peut-être parce que lui aussi va être... Mais le problème c'est que oui, mais si ils sont tous moi la question que c'est ça, c'est que si tout le monde est concerné, c'est qu'à un moment donné la loi est pas claire sur ça et que donc c'est caduc. Et je vous parle, c'est une histoire de
grille de lecture, c'est une histoire de grille de lecture et de règles. Voilà. Le Parlement européen fixe des règles, nous respectons ces règles. Après, quand les règles sont floues et qu'il y a derrière une interprétation, et en fonction, là aussi, de sa nationalité, on a un rapport à l'élection, au mandat qui est complètement différent. Les Allemands n'ont pas la même vision d'un élu qu'un Français. Un exemple, un aparté, mais qui est parfaitement léger. En France, nous sommes habitués à ce que les élus portent l'écharpe. L'écharpe d'élus. Bon. Le Parlement européen ne fait plus d'écharpe parce que nous sommes en France les seuls, pratiquement, à part quelques Italiens, Espagnols, à mettre l'écharpe. Je me suis retrouvé à une cérémonie à Toulouse où des porte-drapeaux, des anciens combattants m'ont repris en disant « Oh, monsieur le député, c'est quoi cette offense? Pourquoi vous ne portez pas l'écharpe ?» Écoutez, j'aimerais bien, mais je ne l'ai pas. Donc nous avons, nous, délégation française, créé une écharpe spéciale pour pouvoir justement porter... Voilà. Donc vous voyez... C'est anecdotique, mais ça montre justement cette grille de lecture que le Parlement européen, que l'administration, axée quand même sur une vision germanique, a de l'utilisation et de comment fonctionne. Et encore une fois, si je pose la question dans la rue à des Français... pour vous, un assistant parlementaire qui assiste un député, est-ce qu'il est politique ou pas, ou est-ce qu'il est fonctionnaire ? Je pense que 90% des personnes interrogées parleront que ce sont des personnes politiques, et c'est normal. Je ne sais pas quelle est votre position et quel est votre regard par rapport à ça. Justement, quand on revient sur ça, puisque moi j'ai été assistant parlementaire au Sénat, c'est des contrats de droit privé. C'est des contrats de droit privé. On n'est pas, quand j'étais au Sénat, j'étais pas salarié du Sénat. Vous, vos assistants parlementaires, ils ne sont pas salariés, ils sont votre salarié. Exactement. Ils sont vos salariés. Donc c'est là où il y a quand même un distinguo à faire. Les gens tout de suite peuvent faire l'amalgame et c'est pas bon. C'est ça. Moi, je noterais juste un truc, c'est que vous avez dit que vous étiez à l'écoute des citoyens. Ouais, bravo. Ça coûte combien de faire autant d'écharpes là? C'est vrai que c'est la priorité. Moi, je suis je suis sûr que c'est payé de mes deniers perso et ça m'a coûté 150 €. Voilà. C'est tout. Et c'est fabriqué par une entreprise française, la société Doublé. Alors que l'Élysée ne le fait pas faire en France. L'Élysée, les drapeaux, il y a eu un scandale aussi. Les drapeaux. Exactement. Non, mais voilà, c'est pour ça. Les agriculteurs manifestent de nouveau. Ils pointent beaucoup du doigt, justement, une Europe qui ne les écoute pas. Votre point de vue là-dessus avec le Rassemblement national? C'est vrai qu'on a reçu beaucoup, je salue d'ailleurs notre copain Mathieu Maronès, des jeunes agriculteurs qui est actuellement, je pense, dans le champ, en train de nous écouter dans son tracteur. Sous la pluie, et je le salue. Voilà, les agriculteurs qui manifestent encore aujourd'hui, qui bloquent les autoroutes, mais en plus ils y vont mollo. Ils l'ont dit parce qu'ils n'ont pas non plus envie d'embêter tout le monde. Et bon, mais malgré tout, ils sont quand même soutenus par la majorité des gens. Ils sont soutenus et c'est important justement de soutenir les agriculteurs parce qu'il faut quand même se souvenir et avoir en mémoire qu'ils nous nourrissent. Et je parlais tout à l'heure de souveraineté énergétique, de souveraineté, etc. Bon, là on est sur la souveraineté alimentaire. Voilà, pouvoir se nourrir convenablement. Parce que là aussi, les agriculteurs français sont soumis justement aux différents traités de libre-échange imposés par l'Union européenne et par les dirigeants français qui sont complices de tous ces accords, de tous ces traités, mais aussi toutes ces normes, toutes ces contraintes administratives, réglementaires, qui même au sein de l'Union européenne, mettent des agriculteurs en concurrence déloyale. On parlait tout à l'heure, effectivement, du côté transfrontalier avec l'Espagne. Un agriculteur espagnol et un agriculteur français n'a pas les mêmes contraintes salariales, administratives, environnementales, etc., etc. Comment se fait-il que, justement, des agriculteurs espagnols puissent utiliser certains produits interdits en France, au sein même d'un même marché, et qui, vu qu'on est sur le même marché européen, les produits fabriqués donc côté espagnol arrivent sur le sol français sans aucune contrainte, sans aucune difficulté, et se retrouvent sur les étals en concurrence avec des produits français plus chers, parce que derrière, sur le coût de la production, ils reviennent plus chers aux agriculteurs. Et donc, forcément, avec tous ces systèmes, on est en train progressivement de tuer l'agriculture et de tuer les agriculteurs. Quand, malheureusement, et on en parle
de moins en moins quand ils ne se suicident pas parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qu'ils voient justement leur entreprise, qui est bien souvent une entreprise familiale, qui a été léguée de parents, grands-parents, etc. C'est un patrimoine familial, c'est une entreprise familiale et un don de soi. Donc les agriculteurs, c'est pour moi une clé de voûte qui malheureusement est en train de tomber, et si cette clé de voûte tombe, c'est l'ensemble qui va s'effondrer et tout va suivre derrière, tel un domino. Le traité du Mercosur sera le pire traité de libre-échange, puisque derrière, quelques chiffres, derrière ce sont, il y a le téléphone qui sonne, ce sont donc 160 000 tonnes de viande bovine, 180 000 tonnes de volaille, 3,4 millions de tonnes de maïs, 190 000 tonnes de sucre. C'est énorme, c'est démesuré. Voilà, ce traité du Mercosur va enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'agriculture française, adossé au dialogue stratégique de l'Union européenne sur l'agriculture, qui donne un peu la feuille de route de comment voit l'Union européenne l'agriculture au sein de l'Union européenne, et où on voit, en lisant ce document, très bien la volonté de supprimer l'agriculture sur l'ouest de l'Europe et de favoriser l'agriculture à l'ouest. D'où aussi l'intérêt et la volonté de ces dirigeants de vouloir inclure l'Ukraine à l'Union européenne. Et si demain, justement, au-delà effectivement du conflit, de la guerre, l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce sera encore plus l'accélération de la mort, puisque l'Ukraine est un concurrent, principal, particulièrement agressif, et on le voit déjà avec les poulets, avec les grains et les céréales, etc. Alors qu'ils ne sont même pas au sein de l'Union européenne. Si on est bombardé pour éviter ça. Pour en fait, donc ça n'a rien à voir. Mais même encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Et donc toute cette agriculture-là est mise à mal. Donc il faut tout faire pour la sauvegarder. Donc nous sommes radicalement opposés au Mercosur et à l'ensemble de ces traités de libre-échange. Alors j'avais mis le numéro, ça fait longtemps que je mets le numéro pour appeler Radio Occitanie sur les gens qui ont envie de réagir en direct. Et on a quelqu'un au téléphone, Cédric ? Oui, nous avons quelqu'un au téléphone qui veut réagir sur la problématique. Allô, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous l'entendez. Très mal. Vous l'entendez très mal. C'est bon ? C'est bon. Oui, on vous écoute. Alors bonjour, je viens de vous écouter un peu, de vous parler un peu sur les produits et les agriculteurs espagnols par rapport à la concurrence avec les agriculteurs français. Et je suis un peu en désaccord avec vous. Je voudrais vous donner un autre point de vue, au cas où que vous pourrez partager ou pas. Ouais. On vous écoute. Oui, vous parlez un peu par rapport à la concurrence du marché espagnol, les agriculteurs espagnols par rapport aux agriculteurs français. Vous parlez qu'il y a des produits phytosanitaires qui sont interdits en France, mais pas en Espagne. Ça, je pense que c'est la législation européenne qui gère tout ça. Je ne sais pas si après en France, il y a des lois un peu plus exigeantes en concurrence avec l'Espagne. Mais c'est vrai, moi je suis espagnol, j'habite à Toulouse. Et je connais un peu le marché des agriculteurs espagnols et son problématique. Et je pense qu'il y a des différentes choses qui font que les produits espagnols soient moins chers, mais aussi pas pour les produits phytosanitaires. Il y a des différences des prix de l'énergie par rapport à la France. Il faut rien que regarder les prix de l'électricité, des gasoil, des gaz, entre les différences. Et ça, voilà. Donc ça fait qu'il y a un produit à produire moins cher en Espagne qu'en France. Et après, je pense que la vraie problématique dans les agriculteurs, c'est les produits qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire la compétence avec les produits marocains, les produits qui viennent de la Sud-Amérique.
là-bas, il n'y a aucun contrôle des qualités, comme les Espagnols ont pu avoir. Exactement. Parce qu'on est... D'où le problème avec le Mercosur. Ouais, mais bon, vous savez, je pense que vous avez mis un peu les agriculteurs espagnols dans les marchés de Mercosur. Et ça, je pense que vous avez un peu tort. Ah, mais les agriculteurs espagnols auront le même problème, effectivement, avec le Mercosur. Mais après, on dit à peu près la même chose. Et pour vous répondre par rapport aux produits, effectivement, l'Union européenne fixe des règles, mais en France, les dirigeants français rajoutent des règles aux règles européennes. C'est là où la complexité. Si nous étions tous, effectivement, sur les mêmes règles du jeu, très bien. Mais le problème, c'est que nous, en France, nos responsables politiques rajoutent des règles aux règles. Donc c'est ça, justement, qui met en place une concurrence déloyale entre les agriculteurs français et espagnols. Alors, je dis espagnol parce que nous sommes à Toulouse, limitrophe avec l'Espagne. Mais il y a d'autres pays au sein même de l'Union européenne et du marché européen qui sont comme ça en concurrence avec les agriculteurs français. Tout à fait d'accord avec ça. Et ici en France, il y a des dirigeants incompétents, et à la même façon que nous en Espagne, on a des dirigeants aussi incompétents. Moi, oui, j'ose dire ça. Parce que, bon... Vous avez entièrement raison. ça, c'est mon avis. Mais bon, je pense que le problème, c'est plutôt avec l'agriculteur, les agriculteurs qui viennent d'ailleurs de l'Union européenne. Je pense qu'on doit renforcer le marché européen commun avec des règles où on peut tout jouer au même jeu. Comme ça, on peut avoir les mêmes avantages, tous les pays de l'Union européenne, et travailler fort contre les autres pays de dehors de l'Europe. Bien sûr, parce qu'en plus, on ne produit pas forcément les mêmes produits en fonction des pays, en fonction du climat, etc. En plus, le climat qui change, etc. On a des cultures qui évoluent, donc on peut parfaitement. Mais vous avez raison, mais c'est tout le problème que nos dirigeants français, nos dirigeants nationaux et les dirigeants européens, les technocrates européens, justement, ne sont pas du tout dans cette logique et sont dans les vents donc, de la mondialisation et ratifient des traités de libre-échange avec la terre entière qui vont apporter une catastrophe pour tous les agriculteurs européens. Et là que je vous tiens justement là, au téléphone, en Espagne justement, ou Catalogne, je sais pas. Vous êtes d'où à la base en Espagne? Moi, je suis né à Valladolid, mais je suis grandi à Murcia. Et à Murcia, je pense que vous mangez pas mal de légumes qui viennent de Murcia. Et alors justement, vous les agriculteurs, ils disent quoi? Est-ce que vous avez des retours? Nous, les agriculteurs, on est très très coincés par rapport aux technocrates européens. Ouais, toujours la même chose. Ils sont en train de mettre plus de lois, de faire les produits plus chers. Et voilà, moi j'ai un ami qui a une exportation de mandarines. Il produit environ 2000 tonnes de mandarines par an. Et il ne veut pas continuer le marché. Parce que c'est impossible pour lui de gérer tout ça, parce qu'il ne peut pas faire la concurrence avec les mandarines qui viennent de la Sud-Amérique ou du Maroc. Et juste, excusez-moi, je vous coupe, et imaginez-vous justement un producteur de mandarines en France qui, lui, par contre, ne peut encore moins se concurrencer par rapport à vous, Espagnols. Vous avez justement cité les différences donc, de normes et de contraintes administratives où le coût du travail est différent entre la France et l'Espagne. L'agriculteur français, lui, il lui reste plus que les yeux pour pleurer. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir... Oui, merci d'avoir participé à Faut se le dire et merci d'appeler. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à appeler en 05 61 80 40 40. Merci à vous de m'avoir écouté et donné la voix. Avec plaisir. Moi, j'irai plus loin dans le truc, c'est que l'Union européenne, normalement, on parle justement d'union. Est-ce qu'on n'est pas censé être pareil, tous, au même niveau, pourquoi il y a des passe-droits d'un côté, de l'autre, C'est ça la question. Nous, à mon avis, on veut être les premiers élèves de la classe et visiblement, je pense que c'est pas très bon. C'est ça. Et sur le côté agricole. Mais quand on voit les chiffres, c'est pas bon. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas bon. Les comptes sont pas bons, Kevin. Non, mais les calculs sont pas bons, Kevin. Moi, je suis quand même neveu d'agriculteur et cousin d'agriculteur. Il m'expliquait, c'était ce que j'avais eu comme propos la dernière fois. Ils ont sur une parcelle de terrain, ce qui marche le mieux, par exemple, ce sont les fraises. Et en France, il est obligatoire de faire diverses productions, donc de diversifier, de faire des choux, de faire, plein de productions. Alors que ça n'a aucun sens. Alors que le plus lucratif pour eux et le plus pratique pour eux serait de faire une production. Et bien là aussi,
normes prises par je ne sais qui pour faire je ne sais quoi. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a une certaine diversité. En plus, tu connais bien le sujet, toi. C'est ça. Parce que en fait, si on plante sur le même champ la même culture, en fait, au bout d'un moment, la terre va s'assécher. T'as prouvé la terre. Et en fait, le fait... Mais après, la loi est très mal faite parce que dans tous les cas, un champ sera toujours un champ de la même espèce. Mais en fait, dans l'idée, c'était de diversifier plusieurs champs pour que en fait, la terre ne s'improvise pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on plante pendant, allez, on va dire 50 ans. La terre s'improvise. Merci. Et après, du coup, pendant 10 ou 20 ans, on ne peut plus toucher au champ parce qu'il ne donne plus rien. Et en fait, ça sert à contrer un peu ça. Mais bon, en fait, à l'heure actuelle, la loi est très mal faite. En fait, ils ne peuvent pas se concentrer sur plusieurs espèces dans la même... Mais ce qu'il faut justement, c'est qu'une fois sur deux, c'est qu'une année sur deux, d'un côté, ils vont faire les petits pois et après, ils font les fraises. Donc, ils alternent aussi parce qu'il y a aussi un côté maladie. Je crois que la terre, si on ne fait qu'une production sur la même terre pendant 3 années, au bout d'un certain temps, ça va développer, je crois, alors, je ne suis pas scientifique ni agriculteur, mais je crois que c'est pas bon pour la terre ni pour les productions de faire toujours la même production sur le même endroit. Mais sur une année, autant faire, puisque si c'est ce qui marche le mieux, autant être logique et faire cette production et pas obligé à dire ah bah là vous allez mettre des fraises, là de la gariguette, là de la salade et là de la mâche. Il y a aussi une question. Alors moi j'ai aucun lien avec l'agriculture, mais des fois je discute avec Alex qui regarde beaucoup L'amour est dans le pré, donc ça va, je compte. L'épisode de lundi est exceptionnel. Dis-toi que c'est un peu le problème par exemple qu'ils ont sur la déforestation en Amazonie. Pourquoi ils déforestent? Pour faire de la monoculture. La monoculture appauvrit la terre, c'est clair. Maintenant vous avez dit la loi française est plus dure, ça. Donc vous êtes en train de me dire que le problème ce n'est pas une loi européenne, ici ce n'est pas l'Europe, c'est la souveraineté nationale qui impose une loi qui n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'en France on est cumulard. Voilà, on cumule les mauvaises décisions européennes et les mauvaises décisions françaises. Voilà. Donc si justement on met en place des bonnes décisions en France et qu'on a des accords à l'échelle européenne, on rentre dans un cercle vertueux. En fait, le problème c'est qu'on est dans un cercle vicieux. Tout va mal, toutes les décisions que l'on prend renforcent le côté pervers. Aujourd'hui, il faut absolument sortir de ce système, recréer un autre système, écouter les professionnels, écouter la profession. Quoi de mieux qu'un agriculteur pour expliquer comment doit fonctionner l'agriculture? C'est mieux que Renault pour réparer ta Renault. Jingle et on se retrouve tout de suite. Deux autres marques, tu as fait une pub. Ouais, mais j'ai le droit. Ah oui, non, Peugeot, Seat, Volkswagen. Exactement. Il n'a pas cité que des trucs français. Allez, jingle. Européen. Jingle.